Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne année 2018 pour vous-même, pour tous ceux qui vous sont chers, et puis bien sûr pour le développement durable de l'entreprise et de toute notre société. Alors, on recommence l'année 2018 en fanfare. Dès la première semaine, la vraie première semaine, donc nous accueillons pour notre première matinale de 2018 Dominique Bourg. Donc vous avez vu dans le mail d'invitation, donc Dominique Bourg, je dirais que c'est un philosophe de la durabilité. Donc il vous expliquera très certainement en quoi il préfère le mot durabilité au mot développement durable. Et puis, il a aussi beaucoup de flèches dans son carquois ou de palettes, parce qu'il a aussi travaillé récemment sur les assises de la mobilité, où il a approfondi la thématique de la voiture autonome sur un plan, j'allais dire, philosophique et sociologique. Il vous en dira certainement deux mots. C'est un spécialiste de l'économie circulaire et de la sobriété, et il vous en dira également deux mots. Et puis, alors je ne sais pas s'il l'abordera également. Donc, il a récemment publié un petit livre qui s'appelle « Inventer la démocratie du XXIe siècle », avec ce qu'on appelle la chambre du futur et comment se préoccuper du futur dans les décisions publiques. Donc, vous voyez une très, très, très large palette, un très large éventail de domaines de compétences. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous ouvrons 2018 avec lui. Donc, 2018, il y aura donc un bon rythme de matinale, puisqu'on devrait en faire une fin mars, début avril, autour du bio. Ça nous semble un sujet très intéressant. Et finalement, en termes d'ouverture d'esprit, même si on n'est évidemment pas exactement dans le domaine de la mobilité, ça nous a semblé intéressant de travailler sur le sujet. Et puis, à l'occasion de la semaine du développement durable, nous devrions accueillir Audrey Pulvar, nouvelle présidente, enfin plus si nouvelle que ça maintenant, de la Fondation pour la nature et l'homme. Et puis, on trouvera un joli thème aussi pour le dernier quadrimestre. Donc, vous voyez un joli programme pour une année magnifique, 2018, qui fait suite à une non moins belle année 2017. C'est maintenant qu'on passe le film ou c'est juste après ? C'est après, d'accord. Donc, je vous dirai un peu aussi comment on a terminé l'année 2017. J'accueille Stéphane Voland, donc secrétaire général de la SNCF, comme tout le monde le sait, qui ne le connaît pas dans la maison, pour vous dire quelques mots en introduction. C'est bon. Oui, je disais, dans la maison, on est quelques-uns à se connaître. Maintenant, je suis nettement moins connu à l'extérieur que Dominique Bourg. Monsieur le professeur, merci de nous rejoindre. J'avais deux bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que l'année commence effectivement bien, comme l'a dit Christian, notamment sur le terrain du développement durable, puisque là, dans quelques minutes, je vais rejoindre un comité social de la SNCF, au sein duquel nous devrions décider définitivement de se lancer dans un accord de groupe autour des questions de RSE. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment bien, puisque vous êtes tous à vous dire qu'il n'y a pas que la direction du développement durable concernée par le développement durable. Et de ce point de vue-là, le fait qu'on puisse mettre à bord tous les partenaires du business de la SNCF dans nos réflexions, c'est extrêmement intéressant. On aura comme ça, si tout va bien, Géodis, Keolis, l'ensemble des branches de SNCF et par ailleurs nos partenaires sociaux qui, au sein du comité, du conseil de surveillance, nous ont demandé de nous lancer dans cette aventure, car dire on va passer un accord de groupe, c'est avoir l'ambition évidemment d'arriver à un terrain d'entente. Et donc, bon, c'est pas le point de départ qui est important, c'est le point d'arrivée. Et on a une vraie ambition sur ce sujet qui va donner, je regarde certaines et certains d'entre vous, un peu plus de boulot que vous n'en aviez d'habitude. Déjà que vous étiez noyés, mais alors là, mais c'est pour la bonne cause. Donc je compte sur vous toutes et vous tous, et sur toi, Christian, en particulier. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que vous pensiez comme tous que ce matin, en vous levant, vous étiez malin.
intelligent, vous avez fait des études, vous avez beaucoup travaillé, vous savez des tas de trucs sur des tas de choses. Oui, et ben vous serez encore plus malin quand vous allez quitter cette table ronde, parce qu'après avoir écouté Dominique Bourg, on est un peu, alors j'allais dire ébouriffé, ce qui ne me va pas complètement bien, mais même moi, je peux être ébouriffé, parce que j'aime bien le côté, j'oppose le développement à la durabilité. J'aime encore mieux le fait que la voiture autonome soit une espèce de leurre. Quand on fabrique des trains et qu'on les opère, je trouve ça plutôt sympathique. J'aime beaucoup l'idée qu'il puisse y avoir une éthique des affaires et une éthique de la donnée notamment, puisque nous gérons des milliards de données chaque année. Et de ce point de vue-là, du coup, je suis impatient, non pas de vous écouter, parce que je vais aller travailler sur la convaincre sur notre affaire d'accord de groupe, mais avoir le compte-rendu que me fera Christian, parce que franchement, il y a des trucs un peu disruptifs dans votre discours. Et puis, si j'ai pris mon portable, c'est parce que j'ai l'appli du Littré. Et ce matin, en venant vous voir, comme vous nous avez parlé de sobriété, j'ai quand même vérifié les définitions. Alors, évidemment, il y a la définition 2 qui dit « qui use de certaines choses avec discrétion, modération et réserve ». Je pense que c'est là-dessus qu'on est attendu. Mais comme bourguignon, j'aime bien le tempérament dans le boire et le manger. Et de ce point de vue-là, la sobriété, telle que nous l'opérons à la SNCF, est duale. Elle est évidemment comme celle que vous allez traiter, mais depuis le 1er janvier, nous avons décidé que plus d'une goutte d'alcool ne serait distribuée dans l'entreprise. Ah oui, ça plombe un peu l'ambiance, mais on est à l'heure du café. Donc, et on va essayer de tenir le coup. On est en France, on est tous extrêmement enclins à la fête et au bien boire et au bien manger. Et pourtant, comme le dit le Littré, tempérant dans le boire et le manger, nous allons essayer de l'être, comme dirait Yoda. Et du coup, j'espère que nous aurons les mêmes résultats sur ce terrain-là, qui est le terrain pour nous de la sécurité, hein, évidemment, vous l'aurez compris, pour tout agent qui doit monter dans un train en étant sobre, effectivement, et en ayant les idées claires. Et par solidarité, nous serons sobres et nous aurons les idées claires toutes et tous. Mais au-delà de ça, si nous réussissons sur ce segment-là, si je puis dire, nous réussirons aussi probablement à encourager à la fois les acteurs du groupe et les Français qui aiment le train ou qui aiment les mobilités bas carbone, voire complètement décarbonées, à nous suivre sur ce terrain-là et à participer à la grande aventure à l'intérieur duquel vous êtes un des leaders. Donc Dominique, je vous propose de monter sur scène et je vous remercie infiniment de nous avoir reçus pour cette 4e matinée du DD. Salut. Merci Stéphane. On va essayer de ne pas être sobre en matière d'idées, ni à la direction du développement durable, ni chez Dominique Bourg. Mais ça, chez Dominique Bourg, je ne suis pas très inquiet. Mais donc, on a essayé d'avoir beaucoup d'idées en 2017. Donc, on passe le film. Donc, on a fini l'année 2017, j'allais dire quand même en fanfare, parce que le mois de décembre 2017, c'était un mois important. C'était notamment le sommet, le One Planet Summit du président de la République. À cette occasion-là, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites et dites sur le carbone. Et nous avions organisé le 13 décembre dernier une conférence sur la problématique des bilans carbone des projets de transport. Et donc, on va vous montrer un petit film qui rappelle cette conférence et qui en synthétise les principales idées. La question à laquelle nous allons chercher à répondre, c'est finalement une question assez simple. Faire des infrastructures, ça émet des gaz à effet de serre. Avoir des choses qui roulent dessus, ça émet des gaz à effet de serre. Et on a une petite contrainte, il faut être zéro émission de gaz à effet de serre net avant la fin du siècle. Donc la question, c'est comment fait-on ? Si l'on veut accélérer la transition des mobilités vers des mobilités plus vertueuses, il faut absolument qu'on affiche et qu'on calcule
les bilans carbone globaux de tous les projets d'infrastructure de transport. Vous avez à la fois le manque d'information du grand public sur la réalité des émissions de gaz à effet de serre. Qui sait, parmi les citoyens qui ne sont pas dans le sujet comme nous tous les jours, combien représente le fait de circuler en voiture, en avion ou en train et la différence de proportion en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que finalement, quand on fait un grand choix d'infrastructure, la question du CO2 n'est quasiment pas sur la table. Tous les dossiers en particulier devraient pleinement prendre en compte l'objectif de réduction par 4 des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Or, pour l'instant, la plupart des projets qui sont soumis sont des vieux projets qui datent d'il y a 20 ans et pour lesquels il n'y a pas eu de remise en cause justement par rapport aux objectifs et aux engagements que la France a pris de réduire ses émissions d'ici à 2050. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone global? C'est calculer l'émission carbone lors de la construction des projets, mais c'est aussi calculer l'émission carbone ou le carbone évité lors de la réalisation et surtout lors de l'usage des projets. Quand on construit un aéroport, on nous parle du hall de l'aéroport qui a un bilan carbone positif. On ne parle pas des routes, des parkings et tout le reste. Pour nous, le bilan carbone, il permet d'ouvrir le débat et de voir tous les impacts d'un projet sur l'environnement, la biodiversité et le carbone. L'objectif du bilan carbone global, obligatoire pour tous les projets d'infrastructures de transport, c'est justement d'orienter les investissements vers les infrastructures de transport les plus vertueuses en matière d'émissions de carbone. Parce que c'est bien sur la mobilité que la France atteindra ou pas ses objectifs de réduction d'émissions de CO2. Voilà, donc c'était comme ça qu'on avait à peu près terminé l'année 2017. On va poursuivre sur ce sujet qui est évidemment fondamental. Hein, vous voyez bien, on est en plein débat sur Notre-Dame-des-Landes. Regardez la question de Notre-Dame-des-Landes à l'aune de la problématique du carbone. Et dans ce cas-là, la réponse, elle est, si je puis me permettre, assez évidente. Mais vous pouvez, le Toulousain que je suis, peut aussi regarder le problème de l'autoroute entre Toulouse et Castres avec ce regard-là. Voilà, donc on voit bien qu'on a cette question de la durabilité sur laquelle Dominique va intervenir. Elle est au cœur de nos problématiques de mobilité. Donc je suis très heureux. Je ne vais pas représenter Dominique Bourg, simplement pour dire qu'il est aussi suisse. Et résident suisse, parce que vous êtes professeur à l'université de Lausanne, et donc c'est un spécialiste, un des spécialistes les plus forts du développement durable. Quand on a fait un tour de table au sein de la direction, en comité de direction, on avait dit mais qui est-ce qu'on pourrait inviter en 2018 ? Et votre nom, il est arrivé en tête de liste, et ça n'est pas un hasard. Donc je vous laisse tout de suite la parole. Merci, cher Christian Dubos. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc effectivement, après les fêtes, c'est le bon moment de vous parler de sobriété. Cela dit, attention, la sobriété, ça n'est pas la 16. Vous avez vu, pour le carbone, ça serait carrément ascétique. Dans la seconde moitié du siècle, il faudrait qu'il n'y ait plus une seule émission. Non seulement plus une seule émission, mais il faudrait même qu'on absorbe une partie du carbone de l'atmosphère. Alors, moi, je vais rester là dans la sobriété. Je vais un peu parler d'énergie, mais je vais surtout parler de flux de matière. Et en fait, une société sobre, si on voulait vraiment la mettre en œuvre, il faudrait déjà passer par une société, alors avec, dit-on, une économie circulaire, mais finalement, il y a les mêmes ambivalences en termes de circularité que celles qu'on trouve en termes de développement durable. Alors, deux mots, si vous voulez, sur la question du développement durable. Moi, j'évite aujourd'hui d'employer cette expression, développement durable. Je préfère le concept qu'il y a derrière, qui est la durabilité. Et pour des raisons très simples, elles vont être vérifiées dans ce que je vais vous dire tout de suite. Si vous voulez, le développement durable avait deux objectifs. L'un, c'était de réduire les grands problèmes globaux d'environnement, ceux dont je vais partir. Vous voyez bien que 20 ans après, 25 ans après, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne les a pas réduits, on les a singulièrement augmentés. Et puis, le deuxième objectif du développement durable, c'était de réduire les inégalités en termes de répartition de la richesse sur Terre. Alors, ce n'est pas franchement ce qu'on a fait, même si le bilan est contrasté. Il ne faut pas oublier que durant cette période, on a arraché des centaines de millions de personnes sur Terre
à l'extrême pauvreté. Mais en même temps, on a accru très singulièrement les inégalités. Donc si on veut parler d'économie circulaire, et comme je vous l'annonce tout de suite, moi je parlerai d'économie permacirculaire, et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, l'économie circulaire, on finit par l'entendre de la même manière qu'on a entendu le développement durable, c'est-à-dire qu'on croit au Père Noël. Croire au Père Noël, ça consiste à dire qu'on peut avoir un PIB qui croît de façon indéfinie, sans une croissance connexe des flux de matière et des flux d'énergie. Et ça, je suis désolé, mais maintenant, il faut quand même vraiment s'en rendre compte et l'accepter. Ça ne marche pas, et on va y revenir ici un petit peu, si vous voulez, par le menu. Alors, l'objectif d'une économie, je préciserai après, mais on va dire permacirculaire, c'est un objectif global. La question des flux d'énergie et des flux de matière, c'est une question globale. La question du changement climatique, c'est une question globale. Donc les indicateurs à partir desquels on peut fonder un type de démarche de cette sorte, ce sont évidemment des indicateurs globaux, et ensuite après il faut raisonner au prorata d'une population. Par exemple, au prorata de la population française, quelle peut être sa part à la réduction du changement climatique, quelle peut être sa part à la réduction des flux de matière globaux. Alors c'est un discours qu'on a encore vraiment la peine à entendre, mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'en fait il faudrait finalement qu'on finisse par l'accepter et qu'on entre dans l'ordre du possible. Et je terminerai par une stratégie qu'on pourrait mettre tout de suite en place, une stratégie qu'on a conçue avec un partenaire industriel. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient de quelque comète que ce soit. Ça serait vraiment pratique. Alors ça ne serait pas tout de suite, évidemment, l'économie permacirculaire, mais ça mettrait, sans ruiner nos économies, nos sociétés dans une direction où on s'approcherait. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre, c'est à l'échelle de quelques décennies, de l'idéal de ce que serait une société permacirculaire. Vous allez voir, c'est quand même assez exigeant si on veut bien voir les choses jusqu'au bout. Alors, première chose, déjà, il faut bien se souvenir que nous vivons, que nous sommes partie prenante d'un système, ce qu'on appelle le système Terre. La façon dont on continue à concevoir les choses, on reste toujours avec un paradigme classique. Dans le paradigme classique, eh bien, la Terre est une réalité mécanique, régie par quelques lois extrêmement simples. Nous autres humains, nous sommes en dehors. On approche les choses du point de vue de Sirius. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça vous dira peut-être quelque chose. Et puis finalement, on est hors de la Terre. Et ce système est régi par des lois infaillibles et très simples. Et quand j'agis sur un point donné, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'effet au-delà. À partir du moment où on imagine que nous sommes une espèce partie intégrante d'un système, eh bien les choses changent du tout au tout. D'une part, maîtriser un système, ça n'a pas tellement de sens. Parce que précisément, ce qui va caractériser un système, c'est qu'il n'y a pas que des causalités ascendantes. Souvenez-vous de Descartes, on partirait du plus simple, on pourrait remonter vers la grande complexité, mais le système lui-même agit sur ses composantes. Il peut soit en intensifier, soit au contraire en contrecarrer l'expression, ce qui fait qu'en fait, eh bien, aux mêmes causes, les mêmes effets ne suivent pas toujours les mêmes causes, en quelque sorte, c'est-à-dire que selon le type d'échelle, eh bien, des causes données peuvent produire des effets différents, ce qui fait que la trajectoire d'un système n'est évidemment pas parfaitement connaissable, et l'idée de système, si on le conçoit comme ça, même exclut le fait qu'on puisse le maîtriser. Plus on agira sur le système, plus il réagira, et parfois avec des franchissements de seuil qu'on ne peut pas connaître par avance. Ça change tout. Alors, en fait, si vous voulez, quand on veut raisonner à l'échelle globale, on a deux sortes d'indicateurs. On a l'indicateur sur lequel je reviendrai, celui de l'empreinte écologique, qui est intéressant, qui est quand même un indicateur très agrégé, assez imprécis, mais il a l'intérêt de pouvoir permettre de se fixer des objectifs annuels. Et puis, à l'arrière-plan, il y a un indicateur fondamental que je vais un petit peu développer maintenant, qui est l'indicateur des limites planétaires. Alors c'est assez complexe parce qu'on va le voir, ces limites, au moins pour 4 d'entre elles, on les a franchies et on ne saurait en aucun cas revenir à l'état qui précédait
le franchissement. Mais en tout cas, déjà, ce qu'on peut faire, c'est arrêter de continuer à franchir. Et puis, c'est d'enclencher une dynamique de régression pour revenir vers ce que les auteurs appellent un espace de sécurité. Du coup, il y a un problème. Je ne sais pas si on voit ça, la technique. Ça vient. Alors, là, si vous voulez, c'est le point de départ. Et en fait, dans les courbes que vous voyez, vous constatez que systématiquement, à partir des années 50, les flux de matière et les flux d'énergie s'envolent, avec à l'arrière-plan, eh bien évidemment, la population mondiale qui s'envole. Elle va doubler entre 50 et 2000. On va passer de 3 à 6 milliards d'habitants sur Terre. Dans la même période, le PIB lui-même va décupler. Et ensuite, quelles que soient, si vous voulez, les activités économiques, je vous ai mis ça en raccourci, je vous ai donné que quelques exemples, mais quelles que soient les activités économiques que vous allez pouvoir analyser, vous verrez que toutes connaissent une envolée à partir du seuil des années 50. Et puis, vous avez, par exemple, les effets en termes d'augmentation de la concentration de CO2, en termes de flux d'azote, etc., les catastrophes climatiques, tout ce que vous voudrez. En fait, le système Terre, lui, réagit en quelque sorte au prorata, même si c'est toujours avec un petit écart de temps. Et donc, on a le... alors, excusez-moi, je suis allé trop vite. Donc là, on a le référentiel, si vous voulez, de ce qu'on appelle les limites planétaires, c'est-à-dire ces 9 indicateurs, en quelque sorte, par rapport à la santé du système. Et quand on était dans la zone verte, eh bien, on était dans ce qu'on appelait l'Holocène, qui aurait commencé il y a 11 700 ans et qui se serait fini au détour des années 50, c'est-à-dire c'est la période qui nous sépare de l'extrême fin sans effet rebond du précédent âge glaciaire. Et ce qui a caractérisé cette période de l'Holocène, eh bien, c'est effectivement des conditions d'une relative stabilité, alors notamment en termes de concentration de CO2, mais pas seulement du système Terre, et ce qui a vraiment permis l'éclosion des civilisations. Sans l'Holocène, impossible d'inventer l'agriculture, parce que les conditions n'étaient pas propices. C'est pour ça qu'elle était inventée après et pas avant. Et donc, en fait, dès qu'on sort de cette zone verte, eh bien, on sort de l'Holocène, on sort de cette période qui a vraiment permis l'essor des grandes civilisations, et on rentre dans une zone de danger. Alors, vous avez 2 paramètres qui sont les 2 paramètres les plus importants. D'une part, vous avez effectivement le changement climatique et de l'autre, l'évolution des populations vivantes. Alors, l'intégrité de la biosphère, mais au sens restreint, au sens de la biomasse mondiale. Et ces deux domaines-là, eh bien, chacun à lui seul est en mesure de faire d'une certaine manière basculer le système dans sa totalité. Ensuite, vous avez donc, on va commencer par l'autre domaine où on a franchi, alors de loin, franchement, on est même dans la zone de l'extrême danger en ce qui concerne les flux d'azote et de phosphore, c'est-à-dire ce qui est vraiment nécessaire à l'agriculture telle qu'on la conçoit à partir des années 20 avec la mise en œuvre du procédé Haber-Bosch pour l'agriculture. Bon, vous avez le domaine de l'usage des sols. Là aussi, on est déjà rentré dans la zone de danger. Évidemment, je vous l'ai dit pour la biodiversité. Là, vous avez un point d'interrogation, c'est là, on n'est pas capable de fixer un seuil quantitatif qui nous permettrait de dire si on est ou non dans la zone de danger. Et si vous regardez les zones qui restent vertes, l'acidification des océans, ça sera fini dans quelques années. On passera déjà dans la zone jaune. Et pour l'usage de l'eau, très probablement au milieu du siècle. Si je reviens très rapidement sur la question du climat et sur la question de la biodiversité, je vais commencer par la biodiversité. Parlons d'ailleurs pas tout de suite et d'emblée de biodiversité, parlons déjà de population. Ce qui, si vous voulez, ce qui est vraiment remarquable, même pas au bon sens du terme, dans les dernières décennies, c'est la rapidité avec laquelle nous avons détruit les espèces non humaines. Je vous donne simplement un premier chiffre. De manière générale, dans l'histoire de la Terre, on dénombre les choses de la manière suivante. Le rythme d'érosion des espèces, c'était 2 espèces disparaissant sur 10 000 par siècle. On est au bas mot, au moins à 200, et on ne compte jamais tout ce qui est monocellulaire, bactérien, viral. Ce sont vraiment les êtres complexes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui prépare cet effondrement des espèces, c'est déjà l'anéantissement des populations.
Et là, je vais me référer simplement à deux études. Et l'une, c'est la première fois qu'elle était appuyée sur l'étude d'autant d'espèces, sur plus de 28 000 espèces, cette étude a 1 an, et elle nous montrait qu'entre 1970 et 2015, c'était 58% des espèces de vertébrés qui ont disparu. Et aujourd'hui, si vous faites le ratio entre les vertébrés sauvages et les vertébrés domestiques, eh bien les vertébrés sauvages, c'est 3 à 4% de la totalité des populations. C'est rien. Et donc, il y a eu un véritable anéantissement. Et là, vous avez une étude plus récente qui a été publiée durant l'été, et en plus dans une zone protégée en Allemagne, qui nous apprend qu'entre, c'est pareil, 1970 et grosso modo 2015, vous avez 75% des insectes volants qui ont disparu. Donc, on assiste à un véritable effondrement des populations sauvages. Et évidemment, cet effondrement des populations sauvages annonce, alors que le rythme est déjà très élevé, annonce une suraccélération du rythme d'érosion des espèces. Donc voilà pour ces grands indicateurs, si vous voulez, généraux. Bon. Voilà. Donc, très vite, je vous fais un très très rapide bilan pour bien vous montrer la situation où on est, des différentes ressources sur Terre. On va commencer par ce qui est énergétique. Et là, on a vraiment la chose qu'il faut avoir en tête quand on parle d'énergie. Eh bien, il faut avoir le fameux ROI, Energy Return on Energy Investment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes ne sont pas capables, c'est le premier principe de la thermodynamique, de produire de l'énergie. On est simplement capable de la capter. Et comme vous le savez, pour capter de l'énergie, il faut quoi? De l'énergie et des matériaux. Et ces matériaux eux-mêmes, évidemment, exigent de l'énergie. C'est la différence entre les ROI stricts. On va simplement regarder quelle quantité d'énergie j'investis et quelle quantité je récupère. Et là, on a le ROI. Et puis, si je prends en compte tous les matériaux, eh bien là, on a ce qu'on appelle le ROI étendu. Donc là, vous le voyez très simplement. Eh bien, si on prend les grands champs pétroliers, Gawar, etc., j'investissais un baril, j'en récupérais 100. Maintenant, si je vais du côté des schistes ou des sables bitumineux, eh bien, j'investis un baril, j'en récupère au maximum 4 à 5. Et maintenant, si je prends en compte la matérialité des choses, là je vais parler d'éolien, par exemple, une étude qui n'est pas encore publiée, mais qui a réalisé avec une équipe internationale, mais en France. Une éolienne, c'est 600 à 800 tonnes de béton, c'est des tonnes d'acier, c'est des centaines de kilos de néodyme, de dysprosium, etc. Et donc, du coup, eh bien, le ROI est extrêmement faible. Si je prends tout en compte, c'est ce qu'on appelle le ROI étendu, j'investis 1, sur 15 ans, je récupère 1,3. En d'autres termes, si on n'avait que ce procédé de production d'énergie, eh bien, vous ne pouvez pas le maintenir sans pétrole. Fermons la parenthèse. Donc voilà, sur le plan énergétique, on va être de plus en plus dans une situation tendue. Là, je vous ai simplement montré que sur le plan des minéraux, le cas le plus spectaculaire aujourd'hui, c'est celui du sable. Vous savez que vous avez des trafics de sable sur certaines plages, notamment par exemple au Maroc, parce que le sable devient quelque chose, devient une denrée rare. C'est quand même quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête. On a évidemment le problème pour les métaux. Et là encore, il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle la ressource et la réserve. La réserve, c'est la partie d'une ressource qu'on est capable d'exploiter à un coût énergétique acceptable. Aujourd'hui, on est obligé, alors pour le pétrole, vous savez qu'il faut aller dans les fonds marins, parfois jusqu'à 8 km en dessous de la surface des mers. Pour la plupart des métaux, oui. Ah oui, pardon. Pour la plupart des métaux, eh bien, on a tout ratiboisé jusqu'à 100 mètres sous terre et on doit aller maintenant parfois à plus d'1 kilomètre. Et plus vous devez le faire, évidemment, plus le coût énergétique et le coût environnemental général d'extraction augmente. Et l'augmentation est même aujourd'hui de type exponentiel. On va, alors là, c'est simplement vous montrer à quel point on est obligé aujourd'hui de plus en plus d'exploiter tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Ça veut dire que nos capacités de substitution, elles se raréfient au prorata. Là, c'était pour vous montrer tout à l'heure ce que je vous ai dit sur une éolienne.
Là, c'est pareil, c'est tout simplement, si vous voulez, l'intensité métallique. Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui pour les panneaux solaires, mais ça reste quand même vrai. Et puis, on va finir avec, puisque dans les ressources, vous avez les ressources énergétiques, vous avez les ressources minérales, vous avez les ressources métalliques, et puis vous avez la biomasse, c'est-à-dire toutes les ressources qu'on va extraire du vivant. Là, je vous donne un simple exemple, c'est celui des ressources halieutiques. Vous avez un tableau de la richesse des plateaux continentaux au début du XXe siècle, donc il y a un peu plus d'un siècle, et vous regardez ce que ça donne au début du XXIe, vous allez voir que, effectivement, c'est à peu près au prorata de ce qu'on a fait pour tout. Donc, si vous pensez que ça peut continuer indéfiniment, ça veut dire une chose qui est très claire, ça veut dire que vous êtes persuadé que vous allez pouvoir poursuivre le développement sur Mars, en passant déjà par la Lune. Parce que sur Terre, vous aurez des problèmes. Et vous savez qu'aujourd'hui, on le prend, malheureusement, on le prend au sérieux. Vous savez qu'Elon Musk, avec SpaceX, prévoit d'envoyer 100 personnes dans l'espace et sur Mars, mais évidemment, vous le savez, avec un aller simple, sans retour. Et qui ne sera pas dans la fusée? Elon Musk. Évidemment, il n'est pas fou, puisqu'on n'en revient pas. Je vous rappelle que sur Mars, il y a une atmosphère, mais qui n'est pas respirable, qui ne vous protège pas des rayons cosmiques. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à voir. Et si vous pensez vraiment que vous allez arriver à terraformer Mars, adieu. Alors, mais on fait comme si. On fait absolument comme si, ce qui est quand même relativement inquiétant. Alors, oui, si quand même. Voilà le schéma qui avait été proposé dans les années, enfin en 72 par les Meadows, dans leur fameux rapport, The Limit to Growth. Et là, vous aviez un des scénarios, c'était le scénario Standard Run, c'est-à-dire business as usual. Là, c'est dommage, mais si vous voulez, les pointillés, c'était les paramètres de l'époque. La courbe grasse, c'est la réalité. Là, ça s'arrête en 2000, mais on pourrait poursuivre maintenant jusqu'en 2015. Grosso modo, c'est pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, le gras suit le pointillé. Espérons que ce ne sera pas toujours le cas, parce que vous apercevez que si c'était le cas, évidemment, l'ensemble des courbes, à un moment donné, s'inverse. Comme le disait le vieux Goethe, les arbres ne montent pas au ciel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Eh bien, déjà, effectivement, construire une économie permacirculaire, c'est prendre en compte cette situation. C'est ne pas imaginer qu'on va aller chercher sur la Lune déjà et ensuite sur Mars ce qui va être nécessaire à la poursuite de la manière dont on entend les choses. Et n'oubliez pas que, en fait, les sociétés non sobres, c'est simplement un siècle et demi derrière nous. Ce n'est pas grand-chose. Toute l'histoire de l'humanité, alors avec des modes d'organisation qui peuvent différer, mais toute l'histoire de l'humanité est au contraire construite sur une certaine forme de sobriété. Et les valeurs étaient toutes afférentes à la sobriété. Il y a toute une généalogie, je ne vais pas revenir là, c'est une histoire assez longue, mais qui nous a fait sortir de ça. On en est sorti mentalement, déjà, si vous voulez, avec l'avènement de la modernité, on en est sorti matériellement, finalement, que pour les Européens. Les Américains, non, à partir des années 20, mais pour les Européens, à compter de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, pour nous, c'est 60 ans de non-sobriété. Et vous avez vu le résultat avec les courbes que je vous ai montrées de ces 60 années. Je ne pense pas que vous pouvez faire perdurer ça encore 60 années. Combien, j'en sais rien, mais probablement pas encore 50. Je passe très vite là-dessus. Donc toute la difficulté, je vous l'ai dit, c'est qu'effectivement, en termes de politique publique, les limites planétaires ne peuvent pas être un indicateur seul parce qu'on est sur des pas de temps qui sont énormes. Et on est sur la sortie d'un état auquel on ne pourra en aucun cas revenir. On ne reviendra pas à cette période de stabilité qu'était l'Holocène. Le problème, c'est qu'il faut inverser la marche et il faut réduire les flux qui ont produit, si vous voulez, cette situation. D'où l'intérêt de jouer à la fois sur l'empreinte, parce que là, effectivement, on peut la mesurer d'année en année. Vous vous souvenez que d'année en année, le jour de dépassement, c'était le 2 août 2017. Dans les années 70, c'était le 26 décembre. Donc sans cesse, on ne cesse de manger notre capital. C'est-à-dire qu'en fait, de détruire le capital. Donc ça, c'est effectivement important. Je vais très vite. Alors, voilà, ce que je propose, c'est de bien distinguer, si vous voulez, différents niveaux.
Et en général, quand on continue à parler aujourd'hui d'économie circulaire, on reste sur le plan du niveau 1. C'est-à-dire qu'on fait comme si une approche rigoureusement micro, à l'échelle d'une entreprise, voire à l'échelle d'un type de bien, suffisait. Alors attendez, c'est fou qu'on fasse encore ça, parce que depuis le milieu du 19e siècle, avec l'économiste Jevons et son livre sur la question du charbon, on sait ce que signifie l'effet rebond. C'est-à-dire qu'effectivement, des gains de productivité dans un marché ouvert, ça débouche systématiquement sur soit une augmentation de la vente des biens produits, soit une augmentation de l'usage de ces biens, et en général d'ailleurs plutôt les deux. C'est-à-dire que tous vos gains de productivité se traduisent à l'échelle macro en augmentation des flux. C'est précisément ça, justement, le mécanisme, si vous voulez, de la croissance. Donc, parler d'économie circulaire en restant au niveau 1, comme le fait par exemple la Fondation Ellen MacArthur, je ne comprends plus. C'est tout simplement pas sérieux. Parce qu'on sait très bien qu'à cette échelle-là, les choses ne suffisent pas. Alors ça ne veut pas dire que ce qu'on fait à cette échelle n'est pas utile, au contraire. Ce que je veux vous montrer dans la démarche, c'est que le niveau 3 intègre le niveau 1 et fait qu'effectivement les performances du niveau 1 deviennent des performances globales. Donc ce n'est pas du tout une démarche d'exclusion, surtout pas. Donc le niveau 2, c'est celui de l'économie authentiquement circulaire. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, si vous voulez, ce qui permet la circularité d'une économie, ce n'est pas le recyclage. Et vous allez le comprendre très facilement. Quand on recycle un bien, on le recycle après un certain temps de résidence dans l'économie. Et donc, suivant le taux d'augmentation de la production-consommation d'une matière, par exemple, si vous avez une croissance de 3%, vous doublez tous les 70 ans. Donc vous imaginez bien que si par exemple la durée de résidence dans l'économie d'un matériau donné va être de 30 ans, et que déjà quand vous allez recycler, vous n'allez recycler qu'une partie de ce qui est rentré il y a 30 ans, mais quand 30 ans après, cette matière-là, vous la réintroduisez dans le circuit économique, eh bien, le volume de consommation n'a plus rien à voir. Et donc, ce que vous réintroduisez n'est plus qu'une petite partie de ce que vous consommez 15, 20, 25, 30, parfois 40 ans après. Et donc, tant que vous avez, c'est François Gross qui a calculé ça, c'est un ancien cadre dirigeant de Veolia, ce n'est pas un gauchiste, eh bien, quand vous faites le calcul de façon rigoureuse, vous apercevez qu'à compter d'un taux de croissance d'un matériau donné d'1%, enfin de plus d'1%, plus exactement, ce que vous allez réintroduire, la part que vous allez recycler, c'est peanuts. Donc en aucun cas, vous n'avez une économie circulaire. En fait, ce qui conditionne l'effectivité de la circularité, l'efficacité du recyclage, alors évidemment, il y a le taux de recyclage, mais la première chose, le premier élément, c'est le pourcentage du taux entrant. Tant que vous êtes au-delà d'1%, ça ne sert pas à grand-chose. Quand vous commencez à régresser en deçà des 1%, là, effectivement, ce que vous recyclez, ça devient une part non négligeable de ce que vous continuez à consommer. Et donc là, vous avez une pression sur les ressources qui diminue d'autant. Et là, vous êtes dans ce qu'on appelle l'économie authentiquement circulaire. On n'est pas encore dans l'économie perma-circulaire. On est dans l'économie perma-circulaire quand on prend en compte les indicateurs que je vous ai montrés. Et là, il faudrait régresser vers une empreinte, une planète. Et puis, il faudrait effectivement faire demi-tour par rapport au schéma initial avec les 9 entrées, les 9 limites planétaires. Mais là, on est sur une démarche au très long cours. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle une économie perma-circulaire. Autant dire que c'est assez exigeant. Mais comme le temps passe, je vais simplement et très rapidement vous montrer une... Et ensuite, on va passer à la discussion. Je suis dans les temps, en faisant comme ça. Et je vais simplement vous montrer... Alors déjà, j'en passe par ça. Quand je vous disais tout à l'heure que ce qu'on appelle le découplage, qui est vraiment le mantra du développement durable, c'est-à-dire on va avoir un PIB qui continue à croître, mais des flux
de matière sous-jacent. Alors, flux de matière, ça veut dire quoi? Ce qu'on extrait des sous-sols, hein, donc énergie, c'est minéraux, métaux, et puis ce qu'on extrait, la biomasse. Hein, avoir des flux croissants, des flux, donc ainsi compris, de matière qui veut, eux, décroître. Alors ça, franchement, c'est croire au Père Noël. Hein, autant demander à un pizzaiolo de vous produire une pizza de plus en plus grande, avec de moins en moins de pâtes et de moins en moins de garnitures. Vous concevez très bien qu'au bout d'un certain temps, la pizza va devenir virtuelle. Donc ça ne marche pas. Et effectivement, depuis le début des années 2000, on constate même l'inverse, à savoir que les flux de matière, compte tenu justement de l'arrachement à l'extrême pauvreté de centaines de millions de personnes, que les flux de matière croissent même, comme nous montre le rapport de l'ONU publié en juillet 2016, les flux de matière croissent même plus vite que le PIB mondial. Donc non seulement on n'a pas réalisé l'objectif du développement durable, mais on a fait rigoureusement l'inverse. Alors soit vous le niez, et on continue dans ce monde merveilleux où nous habitons, soit ce n'est pas le cas. Alors très rapidement, vous montrer autre chose. Alors là, c'est tout ce qu'on pourrait utiliser. Je passe là-dessus. Vraiment important. Mais est-ce que c'est si grave? Alors attendez, je ne vous ai pas dit qu'on va y arriver et que c'est une chose simple. Mais est-ce que ça serait si grave de ne plus croître en termes de PIB? Alors là, non. Franchement, non. Économiquement, on ne sait pas faire. Mais sur le fond, ce n'est pas grave du tout. Parce qu'en fait, les fruits de la croissance du PIB qu'on a connue depuis l'après-guerre se sont tous inversés en poison. Je n'ai pas le temps de l'aider, je pourrais le faire dans les questions, mais en termes de bien-être, depuis le début des années 70, il y a une disjonction entre les deux courbes. En termes de création, destruction d'emplois, c'est plus clair du tout. Et si vous regardez, si vous mesurez plutôt les choses avec le taux d'activité dans une société, vous apercevez que le taux d'activité diminue dans les pays occidentaux. Et puis, sur la question des inégalités, je vous donne un simple exemple. En 2008-2009, les États-Unis sont revenus au niveau d'inégalité qui était le leur en 1920. Or, 1920, c'est le moment à partir duquel ils commencent à connaître des taux de croissance supérieurs à 2%. Donc, en fait, ils ont réduit tous les gains en termes de réduction des inégalités qu'ils avaient connus durant ce qui est plus que leur 30 glorieuses, c'était les 50 glorieuses. Mais, enfin, encore qu'avec la guerre, c'est un peu différent, mais la croissance est passée par ailleurs. Donc, ça ne serait pas forcément si grave. Et puis, très rapidement, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on voulait vraiment, du jour au lendemain, avoir une stratégie d'économie circulaire? Eh bien, c'est ce qu'on a proposé aux autorités publiques, avec un mélange de mesures incitatives, de mesures prescriptives et de mesures contributives. Donc, les deux mesures essentielles, dans un premier temps, c'est la TVA circulaire. Alors, la TVA circulaire, c'est donc la Fondation 2019 de Romain Ferrari. C'est très simple. Vous prenez 2 poêles de chez Seb, l'une en aluminium recyclé et l'autre en aluminium classique. Eh bien, celle en aluminium recyclé, qui a pourtant alors des externalités environnementales beaucoup plus faibles, vaut plus cher. Et en fait, elle est très peu achetée. Si vous réduisez d'autant la TVA, eh bien, vous arrivez à un point tel que la poêle en aluminium recyclé et l'autre sont exactement au même prix. Et là, vous verrez le nombre d'acheteurs boosté. Pas simple, mais c'est tout à fait faisable. Alors, évidemment, ça ne marcherait pas sur l'alimentaire puisque le taux de TVA est trop bas. Il faut trouver d'autres systèmes, mais il peut en exister. Alors ensuite, alors ça s'est fait en Europe, mais pas en France, c'est quand même fou. Pour l'achat des flottes automobiles des entreprises, dans pas mal de pays d'Europe, on va le faire à partir d'une analyse du coût du cycle de vie des biens. Et c'est ce qui va être évidemment privilégié. Alors, dans ces deux cas-là, vous avez une réduction de recettes pour l'État. Mais attendez, OK, mais il faut bien voir que cette réduction de recettes, elle est en partie un peu fictive, en ce sens que si on met ce genre de mesures à l'œuvre, comme vous le savez, les externalités environnementales, c'est l'État qui les répare, enfin, en tout cas, qui cherche à les pallier. Et si vous réduisez ces inégalités environnementales, il y a une partie des dépenses de l'État que vous allez diminuer. Mais en même temps, dans un premier temps, en augmentant la taxe sur la mise en décharge et l'incinération,
en développant, alors ça se fait beaucoup dans pas mal de pays, la tarification incitative pour les déchets ménagers, hein, le sac que vous achetez, etc., comme c'est d'ailleurs le cas dans le canton de Vaud en Suisse. Et puis ensuite, évidemment, on a des mesures prescriptives, avec 2 mesures extrêmement importantes, c'est-à-dire effectivement une interdiction par étape de la mise en décharge des essais non dangereux, et ensuite eh bien, une obligation de substituer petit à petit aux matières premières des matières secondaires, alors soit des matières recyclées, je parlais d'aluminium tout à l'heure, soit des matières biosourcées, évidemment, pour autant qu'elles soient produites de façon agroécologique. Et on ajoute à tout ça une mesure proprement sociale, qui n'est pas un revenu de base inconditionnel, mais qui est un revenu de transition écologique, c'est-à-dire que c'est un complément de revenu pour rendre ces activités nouvelles, par exemple celles qui vont avoir lieu du côté du recyclage, du côté de la production biosourcée, les booster au départ, et puis surtout arracher des gens à la trappe d'inactivité qui est psychologiquement complètement mortelle. Donc ça, c'est un ensemble de mesures qu'on pourrait pratiquer tout de suite et qui mettrait d'emblée sur pied une économie avisée, permacirculaire. Et ça, vous le faites sans ruiner l'économie, mais vous orientez nos économies dans une direction qui est différente. Donc, encore une fois, une chose est l'idéal qu'on se donne, entre nous, alors à technologie constante, une empreinte, une planète, je ne vous dis pas, alors c'est pas la sobriété, c'est la 16. En revanche, avec 20-30 ans devant nous, on devrait pouvoir y arriver de façon sobre, et évidemment non ascétique, sinon on n'a bien sûr aucune chance. Donc voilà très rapidement, à coup de serpette, j'en suis désolé, mais vraiment ce qu'on peut entendre par une économie permacirculaire. On part donc d'une analyse de la situation, de ces flux, donc on voit bien qu'on ne peut pas les laisser se poursuivre indéfiniment. On se donne un objectif ferme, difficile, mais on peut avoir des étapes de mise en œuvre tout à fait progressives pour nous rapprocher sur 20, 30, 35 ans de cet objectif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc on va passer aux échanges. Ouvrir le bal avec une question. On a parlé tout à l'heure de voitures autonomes. Enfin, en tout cas, Stéphane Vollant on a dit 2 mots. Effectivement, il y a eu à l'automne dernier les Assises de la mobilité qui préparent la future grande loi sur la mobilité qui devrait être débattue au Parlement, si j'ai bien compris, au second trimestre de cette année. Et donc, effectivement, pour nous, la voiture autonome, c'est, en tant que citoyen, c'est bon, pour certains un rêve, pour d'autres pas forcément un rêve. En tout cas, pour nous, entreprises SNCF, c'est un concurrent potentiel important, puisque l'avantage du train, c'est qu'on peut lire, converser, jouer, écouter de la musique, etc., etc. Et que le rêve de la voiture autonome, c'est effectivement de dire ah ben voilà, on peut faire ce qu'on veut dans la voiture. Mais je sais que vous avez travaillé sur ce sujet à l'automne dernier et que vous êtes assez critique sur le sujet. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus et peut-être aussi, de manière plus générale, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise comme SNCF, de manière générale pour une entreprise, enfin, quel est le rôle des entreprises dans cette évolution progressive sur 30 ans que vous appelez de vos voeux? Alors, merci beaucoup. Je vais déjà commencer par la question de la voiture autonome. Effectivement, j'ai présidé un des groupes de travail pour la préparation de la loi, la nouvelle loi sur la mobilité. Et du coup, ça m'a amené à devoir travailler de façon, puis à apprendre beaucoup de choses d'ailleurs, sur la question de la voiture autonome. Et le résultat auquel je suis arrivé est assez simple. Je vais vous le dire de façon très frontale. C'est une arnaque. Alors, pourquoi est-ce une arnaque? Parce que ce que les gens entendent par voiture autonome, c'est, d'une certaine manière, c'est 2 choses. Premièrement, c'est votre voiture d'aujourd'hui, mais vous mettez un boîtier dedans, et puis c'est peinard, vous installez derrière et vous commencez à lire. Et ces 2 choses-là, c'est certes qu'on attend de la voiture autonome, ces 2 choses-là sont fausses. Premièrement, ce n'est pas un petit boîtier qu'on va mettre dans votre voiture. C'est sur toutes les chaussées de France, des bornes, en grand nombre, bourrées de technologie, avec des métaux semi-précieux, des centres de gestion,
tout un tas de dispositifs, par exemple sur les feux de circulation, et probablement, là où le système serait beaucoup plus sûr, c'est surtout si les voitures commencent à augmenter leur vitesse, il faudrait nous mettre à chacun de nous une puce, de telle sorte qu'on soit bien identifié et que le logiciel Google ne nous prenne pas pour un pigeon. Donc ça, c'est déjà des flux de matière qui commencent à être extrêmement importants. Maintenant, tout ce qui est système autonome, ça ne supporte que très mal la mixité. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le système va devenir, et on va voir en quel sens, totalement autonome. C'est-à-dire que vous n'avez plus que des voitures, on va le voir, pseudo-autonomes. Mais ça veut dire qu'au bout du compte, vous devez sectionner la voirie. Vous devez avoir un réseau spécifique pour les voitures autonomes et un réseau pour les autres voitures. Alors déjà là, vous vous dites, attendez, c'est un coût en infrastructure qui est faramineux. Et je reprends le discours de M. Volland tout à l'heure, et puis ce qu'on a entendu aussi avec le film. Et c'est fou, je peux vous assurer qu'au ministère de la Transition écologique et solidaire, je suis le seul à avoir posé la question carbone. C'est quand même un peu bizarre. Parce que le coût carbone de cette affaire, il n'est pas fait. Mais alors attendez, ça, c'est pas le tout. Maintenant, évidemment, on est à ce qu'on appelle la génération 3. Génération 1, il n'y a rien. Génération 2, c'est ce qu'on connaît, ABS, machin. Ça marche bien, c'est des choses intéressantes. Hein. Processus antidérapage, etc. Génération 3, ce n'est pas une autonomie absolue. C'est une autonomie partielle. Ça veut dire juridiquement que vous n'êtes assuré que si vous êtes capable à tout moment de reprendre le contrôle de la voiture. Donc si vous avez un accident et si on peut prouver que vous étiez en train de lire, ou pire de dormir, vous ne serez pas assuré. Donc imaginez, si vous êtes jeune conducteur, vous avez juste appris votre permis, vous rentrez dans le système de la voiture autonome, vous avez, alors déjà, si vous êtes même un conducteur chevronné, franchement, s'il y a un obstacle imprévu qui se met en travers de la chaussée, de passer des sièges arrière devant, reprendre, attendez, c'est une plaisanterie. Mais si vous n'avez jamais conduit, c'est encore autre chose. Et maintenant, sur un plan social, on serait sur quelque chose de tout à fait classique. Les gens très riches, pour des questions de distinction sociale, seront très contents d'avoir une voiture autonome et de vous le montrer. Hein, ça sera un symbole de richesse. Les classes moyennes en bon gogo derrière vont suivre. Et puis finalement, il y a les pauvres qui, eux, évidemment, ils seront sur une voirie dégueulasse parce qu'effectivement, ils ne seront pas invités parmi les convives à la fête du repas de la voiture autonome. Et comme on est un budget, si vous voulez, comment dire, des budgets publics qui diminuent parce qu'on a un taux de croissance qui avoisine les 2%, mais qui ne va pas remonter à ce qu'on a connu pendant les 30 Glorieuses, là c'est Gordon et d'autres, eh bien ça veut dire que vous avez le choix entre la voiture autonome et par exemple adapter les villes au changement climatique. Mais vous ne ferez pas les deux. Adapter les villes au changement climatique, c'est énorme. Ça veut dire casser les îlots de chaleur, faire des trottoirs, des chaussées ajourés avec des écosystèmes. Ça veut dire écosystémiser les toits, etc. C'est des investissements colossaux. Vous ne ferez pas les deux. Pour mon choix, moi, mon choix est clair. Mon choix est permacirculaire. Franchement, il y a un intérêt très très local. Par exemple, évidemment, au Japon, vous imaginez avec une population très vieillissante et sans immigration. Le Japon, ce n'est pas un pays qui est très favorable à l'immigration. Eh bien, effectivement, dans certains villages reculés, il y a des gens qui n'ont plus de mobilité. On n'arrive plus à trouver des gens pour s'occuper d'eux. Hein, vous savez que les maisons de vieillards au Japon sont déjà nourries de beaucoup de robots. Anthropoïdes, rassurez-vous, très sympathiques et bien élevés. Mais bon, et donc là, du coup, on préfère, si vous voulez, des petits réseaux de voitures autonomes dans certains cas, mais c'est des voitures sur un trajet banalisé, répétitif, et qui roulent à très faible vitesse. Donc, dans certaines conditions très, très particulières, pourquoi pas? Mais généraliser et si vous voulez, faire rêver les gens avec quelque chose qui ne sera pas ce qu'ils veulent, et à un moment donné, il faudrait qu'on commence à devenir mature et que quand on sorte, si vous voulez, je ne sais pas si vous vous souvenez du slogan de l'exposition de Chicago dans les années 30, la science trouve, la technique applique, les hommes s'adaptent.
Ça vous donne le changement climatique, ça vous donne l'effondrement de la biodiversité, et tutti quanti, et les menaces aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. C'est débile. On aurait vraiment besoin d'avoir une conception mature du progrès. Et arrêter cette espèce de fascination idiote. Dès que vous avez une technologie, elle est bonne, elle va sauver l'humanité. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors elles nous ont apporté beaucoup de choses, mais en même temps, on l'a vu, elles nous ont mis dans une situation extrêmement délicate. Donc il faudrait qu'on cesse cette attitude pseudo-automatique vis-à-vis des techniques et qu'on commence à discerner celles des techniques qui peuvent déboucher sur de véritables progrès, en gros, et puis celles au contraire qui ne nous amènent pas grand-chose, si ce n'est des ennuis et des désillusions. Alors voilà en 2 mots, si vous voulez, pour la question de la voiture autonome. J'étais un peu long, mais le sujet vaut la peine. Oui, je voudrais vous poser une question avant que la salle et le standard réagissent, puisqu'on est en visio et vous allez avoir des questions. Depuis que nous organisons les matinales, les intervenants éminents comme vous nous expliquent que notre société mondiale va dans le mur, avec le sentiment d'un côté un peu inéluctable, je dirais même irréversible. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de s'extraire du concert des nations qui aujourd'hui fonctionne dans une forme d'interdépendance économique pour mettre en place un modèle économique basé sur la sobriété face et en parallèle d'un modèle qui continue et qui s'obstine à maintenir un rythme de croissance effréné? Est-ce que, selon vous, le fait d'être dans une société aujourd'hui où tout se tient, et on voit bien que quand on fait un sommet, on essaie d'emporter le maximum de suffrages, et que lorsqu'on ne l'a pas, on a le sentiment que les choses sont bloquées. Est-ce que vous pensez que quelques pays peuvent décider de mettre en place un modèle vertueux et que ces pays-là pourront continuer d'émerger, de progresser, de se développer au-delà de l'interdépendance économique qui existe aujourd'hui et qui apparaît faire que tout le monde se tient? La question appelle la réponse. Non, malheureusement. Non. Et on ne va pas redevenir l'Albanie. Donc ça, on ne peut pas le faire. D'où comment trouver des moyens termes. Comment trouver des moyens d'évoluer, de changer, sans en quelque sorte se faire avoir et sans se déclasser. Ce n'est pas totalement impossible. Prenez par exemple l'armée française. Et en général, c'est assez marrant parce que sur ces questions environnementales, les administrations au monde les plus conscientes des phénomènes, ce sont les armées. L'armée française a commencé à préempter un certain nombre de décharges pour aller rechercher les métaux dont nous aurons besoin pour construire des armes dans le siècle qui vient. Donc d'un côté, vous avez certains industriels qui pensent effectivement qu'on va aller chercher sur la Lune et sur Mars. Les armées plus raisonnables pensent qu'il faudrait mieux aller chercher ici. Donc en fait, cette situation, pour le moment, n'est pas rentrée encore vraiment dans les films. On commence avec le climat. Je vais vous donner un simple exemple pour le climat. Années 80. Le coût des catastrophes climatiques aux États-Unis, c'est-à-dire cyclones, tornades, incendies, inondations, c'est 3 milliards de dollars. On passe à 20 milliards de dollars dans la première décennie de ce siècle. Début de la deuxième décennie, on passe à 40 milliards. Si maintenant vous prenez avec Harvey, on est à plus de 180 milliards de dollars. Donc, et aujourd'hui c'est très clair, on sait très bien que dans la décennie, il y a un certain nombre d'infrastructures qu'on n'assurera plus. Donc on est au moment charnière. On est au moment où on va commencer à entrer dans les difficultés. Donc à la fois, ce qu'il faut trouver comme stratégie, c'est des stratégies qui ne vous mettent pas au banc des nations, qui ne vous déclassent pas. Pas facile. On est face à des empires. Alors déjà, par exemple, la destruction de la construction européenne, passez-moi l'expression, mais c'est la pire des conneries qu'on puisse faire. Vraiment, c'est l'échelle à laquelle on peut vraiment réagir. Et donc, il faut trouver des stratégies qui
au contraire, nous permettre de mieux faire face. Si on apprend avant les autres à être circulaire, on sera beaucoup plus résilient. Donc là, l'idée, c'est de trouver celles des stratégies qui ne nous déclassent pas, mais qui augmentent notre résilience. Pas toujours facile, pas évident. Mais je pense que ce que j'ai proposé là, enfin ce qu'on a proposé, quelque chose qui tient debout, qui nous mettrait plutôt dans cette optique. Et quand on voit la manière dont les établissements Ferrari sont gérés, je vous assure qu'il n'y a pas de souci à avoir. Hein. C'est une magnifique boîte. Donc, non, c'est plutôt ça qu'il faut essayer de trouver. Mais je dirais qu'il faut quand même commencer à changer aussi le logiciel. Parce que ça ne va pas être évident de sortir de la croissance. C'est extrêmement difficile. On ne sait pas comment faire aujourd'hui. Enfin, la chose soit claire, on ne sait pas faire. Appelons un chat, on ne sait pas faire. En revanche, on voit très bien les petites étapes qu'on peut déjà franchir. Faisons-le, commençons mentalement à changer le logiciel, et puis on verra bien ce qu'on arrive à faire. Mais ça me semble l'attitude raisonnable, l'attitude de dénégation, de faire business as usual, ça je pense que c'est vraiment casse-figure, et méchamment casse-figure. Et je dirais que mentalement, on a tout préparé pour se péter la figure. Puisqu'on a, comment dire, les armes du déni aujourd'hui sont extrêmement puissantes. Alors, commence par les questions du standard. On a décidé de manière arbitraire de se concentrer sur les questions qui tournent autour de votre sujet plutôt que les questions internes SNCF. Question sur les mobilités, qui est notre domaine d'expertise. On parle beaucoup de mobilité, mais des questions qui demandent ne devrions pas travailler au développement des territoires, limiter les déplacements des masses de population. Et il y a une autre question qui dit et davantage travailler sur le développement rural. Alors, davantage travailler sur le développement rural, ça, moi, c'est quelque chose auquel je crois énormément. On est toujours dans le schéma, on raisonne toujours de cette manière, on prend une tendance et on imagine l'avenir en prenant cette tendance et en imaginant qu'elle va se poursuivre indéfiniment. Toujours comme ça qu'on raisonne. Et c'est comme ça qu'en raisonnant, on imagine qu'on aura 80% de la population urbaine dans 20 ans ou 3 décennies. Moi, je ne pense pas que ça peut marcher comme ça. Je pense qu'au contraire, vous avez vu cette idée, là, ça serait de mettre sur place une directive qui imposerait, mais évidemment par seuil, de façon progressive, on pourrait déjà essayer sur 2 ou 3 matières, de substituer aux matières premières des matières secondaires, donc recyclées, soit des matériaux biosourcés. Je suis passé très vite, je n'ai même pas montré, mais en fait, l'ingénierie écologique, par exemple, a fait des progrès extraordinaires dans les 20 ou 30 ans. Là, on a de vrais progrès qui peuvent être vraiment intéressants. L'agroécologie aujourd'hui, ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec l'agriculture de la fin du 19e siècle. Hein. En Île-de-France, dans les années 1880, c'était 12 à 13 quintaux de blé planifiable par hectare. Avec le bio, aujourd'hui, vous êtes entre 50 et 60. Et avec l'agroécologie, on peut avoir même parfois des productions avec une certaine forme d'intensivité. Et donc, on est à une révolution où on peut effectivement reproduire beaucoup de choses en régénérant et à partir des sols. On peut avoir une forme de révolution qui pourrait remettre de l'activité dans les campagnes. On arrive à quelque chose de complètement absurde. Hein. Vous savez qu'au monde, la ferme la plus importante, ce n'est pas les fermes de 2-3 000 vaches en Allemagne de l'Est. Hein. C'est aux États-Unis, vous avez une ferme à 40 000 vaches. Oui, j'ai entendu, vous avez tout à fait raison. Votre expression est la juste. C'est effectivement parce que ça, c'est complètement débile. Alors, à quand la ferme des 2 millions de vaches? Et puis c'est fini, on en a une, et puis c'est tout. Alors, attendez, ça devient grotesque, avec un taux d'activité qui s'effondre. Donc, il y a une espèce d'obsession, si vous voulez, de course folle à l'abîme, avec un raisonnement simpliste dont on doit sortir. Mais c'est très difficile, on ne sait pas où on va aller, on n'a pas le chemin jusqu'au bout, il ne faut pas raconter, la décroissance c'est sympa, mais attendez, on ne sait pas comment ça marche. En revanche, on peut savoir quels sont les premiers pas qu'on peut franchir, et là je vous en donnais un. Et après on est dans une dynamique. Moi, ça me semble, si vous voulez, une façon beaucoup moins folle. Alors maintenant, pour revenir à la question que Christian Dubos m'a posée tout à l'heure, quand même, j'y réponds, sur le rôle des entreprises. Vous voyez bien que le rôle des entreprises, il est fondamental dans cette affaire.
c'est les entreprises qui, par bien des côtés, détiennent la clé. Alors, pas tout, évidemment, surtout pas. Mais quand même, une part des clés pour réduire le carbone, une part des clés pour réduire les flux de matière, etc. Parce que ça veut dire que c'est une autre manière de produire. Alors, ça ne suffit pas. Elles ne pourront pas faire toutes, et sans régulation publique, elles n'y arriveront pas. Ça, c'est archi clair. Bien sûr, bien sûr. C'est évident. C'est pour ça qu'on a besoin d'une régulation publique, effectivement. Et donc, voilà, donc le rôle reste capital, mais une entreprise seule, je suis désolé, c'est assez difficile. Mais voilà, c'est le jeu entre régulateurs et entreprises qui nous permettrait vraiment d'avancer de façon significative. Et encore une fois, ça n'est pas impossible pour les premiers pas sans se mettre en danger et sans se déclasser. Et ça, c'est très important. Pour la suite, après, on verra. C'est la stratégie du pas dans la porte, et vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a derrière la porte avant qu'elle soit vraiment ouverte. Bonjour. Oui, ça y est, je vous vois. Voilà, bonjour. Vous avez parlé justement des militaires tout à l'heure, et moi, pendant ce que vous disiez même à l'instant, ce qui apparaîtrait, c'est que c'est surtout les dictatures qui sont prêtes à changer. Maintenant qu'on n'a plus la transcendance qui a joué pendant des décennies, voire des siècles, qui ont fait que les civilisations étaient sobres, aujourd'hui on a plus, en tout cas tout le monde ne partage plus cette transcendance. Et on semblerait qu'il n'y a que les dictatures telles la Chine qui disent attends, maintenant c'est un enfant et on ne va pas plus loin puisqu'on n'arrivera pas à suivre. Est-ce qu'on peut même regretter que la Chine n'ait pas envahi le monde entier pour pouvoir faire une seule et unique loi qui dira c'est un enfant ou c'est une voiture pour 100 personnes et vous la partagez? Est-ce que le risque, c'est pour les autres possibilités, que sont les démocraties par exemple, mais il y en a d'autres, qui puissent avoir un mot à dire plutôt que de nous faire écraser par des dictatures qui à un moment diront c'est ce qu'il y a de plus efficient, nous on veut que notre civilisation elle marche et qu'elle dure, on va prendre la durabilité comme solution. Alors, si je prends le début de votre propos, et si on le transcrit en termes de ferme des 40 000 vaches, on a un seul pays bien rangé, avec les mêmes lois et des reins pour tous. Enfin, j'y crois pas. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que les questions environnementales, ce sont des questions vraiment intimes, parce que c'est ce qu'on mange, c'est la manière dont on se vêt, c'est vraiment des choix un peu fondamentaux. Et je ne pense pas que des mesures autoritaires suffisent à faire que ces choix soient effectifs. Justement, si je donne l'exemple de la Chine, c'est quand même assez intéressant que les seules ONG qui ne sont pas trop surveillées, je dis bien, il ne faut pas exagérer non plus, surtout avec le Jinping, mais les seules ONG qui ne sont pas trop surveillées en Chine, ce sont les ONG environnementales. Parce que, si vous voulez, une dictature sans aucun retour, c'est une dictature aveugle, et c'est au bout du compte une dictature inefficace. Si le pouvoir central veut que certaines informations remontent, il ne va pas pouvoir compter que sur la chaîne de décision du parti, parce que là, avec la corruption, ça va être dur. Il a vraiment besoin de poches de plus grande liberté dans la société. Et sans ces poches-là, vous n'y arriverez pas. Alors, j'apprécie beaucoup, vous avez parlé de transcendance. Bon, ça, c'est mon truc personnel, c'est pas forcément partageable, mais je dirais que quand même, il y a un changement qui est en train de se faire aujourd'hui au monde. Et je vais vous donner un premier symptôme de ce changement que je trouve extrêmement profond et qui se fait de façon quasi silencieuse, mais dans beaucoup de pays à la fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à quel point, depuis 2 ans, ce qui est droit de la nature, qui était une chose qui nous paraissait absurde, de faire de morceaux de la nature des sujets au moins partiels de droit. Eh bien, c'est parti. Vous avez la Nouvelle-Zélande, vous avez l'Inde, vous avez un certain nombre de comtés américains, et contrairement à ce que vous croyez, vous avez la France. Mais vous ne le savez pas. Mais regardez la loi biodiversité de 2016. Il est possible de défendre juridiquement des portions
de terres qui n'appartiennent à personne, qui ne sont pas appropriées et dont la dégradation n'a pas un effet immédiat sur les personnes. C'est l'expression française, c'est le préjudice écologique. Il était traduit dans la loi après la jurisprudence qui avait suivi l'ERICA. Si vous allez dans l'île Loyauté chez les Kanaks, en Nouvelle-Calédonie, ils ont réussi à faire intégrer dans leur code de l'environnement ce qu'ils appellent le principe d'unité. En fait, pour tous les peuples oraux, l'identité des individus, ce n'est pas l'individu lui-même. Je suis ma forêt, mes animaux, ma rivière, mes côtes. Et donc, on a là un mouvement très étonnant de fond qui se fait dans pas mal de pays. Et pour moi, c'est un des signaux faibles les plus importants d'une mutation gigantesque. C'était complètement absurde il y a 10 ans. Totalement inaudible pour un occidental. C'est en train de changer. Et c'est très lié au peuple premier. Et je dirais de façon... Il ne faut pas exagérer, mais je dirais qu'il y a une réouverture. Alors, c'est passé par le développement personnel, mais aujourd'hui, du développement personnel, on arrive à des choses qui sont plus spirituelles. La question de qu'est-ce que je viens faire ici? C'est quoi ma destinée sur Terre? Quel est le sens de mon existence? Vers quelle image je dois converger, etc. C'est des questions qui reviennent et qui sont immensément revenues par les questions écologiques. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose. Alors, si j'entends par là deux choses, d'une part, effectivement, le fait que dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, on a eu des modèles de comportement. Le nôtre était consumériste, il ne marche plus. On continue à consommer, mais on sait très bien qu'on ne peut plus en attendre ce qu'on en attendait il y a encore très peu. Et puis l'autre partie de la spiritualité, c'est le mode de relation aux choses. Et ce qui se passe du côté du droit, ça nous montre qu'on commence à considérer les êtres naturels plus simplement comme des choses totalement disponibles, dont on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est des changements silencieux, profonds, mais progressifs. Ce sont des signaux faibles d'une orientation possible, pas sûr qu'elle se fera, mais possible du futur. Et pour moi, c'est tout sauf négligeable. Bonjour, c'est là. Ici. Ah oui, d'accord, voilà. ça y est. Avec la lumière, c'est difficile. Je vous remercie pour votre présentation. J'ai vraiment été bluffé, mais vraiment, par les constats que vous faites, et notamment quand on voit que le flux de matière dépasse le PIB. C'est la croissance, le taux de croissance. Ouais, les bras m'en tombent. J'avais déjà entendu en 2003-2004 une conférence de Hubert Reeves qui faisait des constats pareils. Les vôtres sont beaucoup plus flagrants puisqu'ils sont étayés de chiffres. Et vous apportez des propositions d'action, ce qui à l'époque manquait, il y a une dizaine d'années. Cependant, je me pose la question de l'interpellation. On en a un peu parlé tout à l'heure. Comment interpeller? Et j'ai beaucoup aimé 1930, la conférence de Chicago qui disait, donc, vous parliez de la science qui... La science découvre, la technique applique et l'homme s'adapte. Voilà. Et la finance gouverne. Oui. Alors, et c'est là où je veux en venir. Mais aujourd'hui, vous devez rajouter ça. Ouais. Et c'est là où je veux en venir par rapport aux deux idées que je pourrais avoir, parce que je trouve que votre plan d'action est complexe, dans le sens où il y a beaucoup de choses dedans, et en même temps, il n'est pas forcément facile à appréhender pour le tout venant que nous sommes. Est-ce qu'il serait possible, première proposition, j'en ai une deuxième qui fera référence aux Suisses que vous êtes. Franco-suisse. D'accord. CFF, SNCF. D'accord. Est-ce que vous pourriez mettre des chiffres sur le what if scénario et le what if not scénario? C'est-à-dire que le scénario si on ne fait rien et le scénario si on fait le plan d'action que vous mettez. Vous avez parlé des 180 milliards aux US. Je trouve que ça, c'est vraiment parlant. Voilà. Et ces chiffres-là, est-ce que, en tant que franco-suisse, puisque se tient à Davos, en Suisse, un forum économique mondial, est-ce que vous avez la chance d'être invité? Non. Parce qu'on retrouve là-bas des gouvernants et des chefs d'entreprise. Ouais. Et vous avez parlé d'entreprise et de régulateurs. C'est bien là que les choses se passent. Oui, tout à fait, bien sûr, on est d'accord. Ouais. Forcer la porte.
Oui, c'est Voilà. facile à dire. Non, mais oui, mais quelque part, si on veut interpeller, ma question, elle est là. Comment est-ce qu'on peut interpeller à cet endroit-là? Que c'est bien là que les choses se décident. Ouais, vous avez raison. Alors, c'est compliqué parce que les chiffres que je vous donne sont connus par un certain nombre de gens qui sont dans ces forums. Et je fais un petit détour pour m'exprimer. Je ne sais pas si vous avez regardé le dernier bouquin de Bruno Latour, Où atterrir. Moi, je n'étais pas du tout un fan de Latour, mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Et au début, sur la page 10, il dit, ben voilà, il y a sans doute certaines élites qui ont décidé qu'il n'y avait pas assez de place sur Terre pour elles-mêmes et le reste de la population. Donc la difficulté, c'est que les constats que je vous donne, finalement, ben vous le savez, on vous les sert sans arrêt dans la presse. Sans arrêt. Ils sont connus. On ne veut pas en tenir compte, mais ils sont largement diffusés et connus. On paye au monde des dizaines de milliers de chercheurs pour les produire. Alors, sauf Trump, puisque maintenant, il supprime leur crédit, mais lui est assez spécial. Mais bon, et certaines personnes ont décidé ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Mars. Ce n'est pas de la blague. Vous avez une grande partie des élites américaines, elles sont là-dessus. Vous écoutez nos ondes. Là, vous allez entendre des types qui vont vous dire maintenant, il y a plein d'hélium, on va chercher sur la Lune, de là, on ira sur Mars. Ce discours, il se diffuse aujourd'hui. Donc en fait, on a, si vous voulez, on a un vrai conflit de valeurs. Et je dirais, on a un conflit de discernement. Moi, je n'ai pas de solution miracle à ça. Je vois bien que dans la société, ces deux orientations aujourd'hui sont possibles. Les deux orientations se font, y compris du côté de la finance. Alors c'est peu, mais aujourd'hui, vous avez vraiment une finance durable, ce n'est pas du flan. Il y a vraiment des choses assez intéressantes qui se font de ce côté-là. Et puis, par exemple, si vous voulez faire un même effet pour les produits de l'agriculture, l'agroécologie ou de la bio, vous ne pourrez pas jouer sur la TVA, avec 5%, ça n'a pas de sens, mais vous pouvez jouer sur les monnaies complémentaires, etc. Donc il y a d'autres manières de faire. Moi, j'ai pas je ne m'appelle pas François Hollande et je ne pense pas que la finance est totalement pourrie. On a besoin de la finance. Mais il faut orienter. Et pour le moment, on a une espèce si vous voulez, de guerre. Ceux qui incarnent ce que je raconte, franchement, on n'est pas très nombreux. Et on n'a pas beaucoup de divisions. Ils sont effectivement beaucoup plus nombreux de l'autre côté. Mais il y a des signaux de fond comme ceux que je vous indiquais qui font que je ne sombre pas complètement dans le pessimisme. Maintenant, on peut très bien se casser la figure. Ce ne sera pas la première société à se casser la figure. Je veux dire, là, ça va faire mal parce que... Et je vous dirais qu'aujourd'hui, on est déjà dans une dynamique de délitement et d'effondrement. On est déjà dedans. Ce qui se passe, par exemple, sur un plan politique, avec la montée partout des populismes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le pays le plus étonnant, c'est ce qui s'est passé en Tchéquie. Vous aviez là un gouvernement social-démocrate qui a des résultats à faire valoir qui sont vraiment excellents et qui, pour des questions d'immigration, se fait gicler. D'immigration fantasmée pour le moment. Donc, le déni dans lequel on est évidemment le meilleur moteur d'un effondrement possible, bien sûr. Si je dirais même la condition sine qua non, c'est qu'on croit qu'on va aller sur Mars. Donc ça, c'est pas impossible. Moi, il me semble qu'on doit tout faire pour l'éviter. Mais évidemment, c'est pas du tout impossible. Ça fait vraiment aujourd'hui partie des possibles. Et il me semble, si vous voulez, qu'aujourd'hui, vous avez... Là, je vous renvoie un papier. Alors justement, la voiture autonome, si ça vous intéresse, ce que je disais tout à l'heure, vous le retrouvez dans un papier du Monde qui était paru le 20 ou le 21 décembre sur le Monde électronique. Et là, je vous renvoie un papier que j'ai publié, mais celui-là seul. L'autre, c'était avec ma collègue Sophie Svaton. Eh bien, un papier justement sur les deux récits. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un récit qui continue à dominer, qui est le récit transhumaniste que les GAFA imposent, et la voiture autonome c'est un des morceaux de ce récit. Et puis, on a un récit écologique qui peine. Et elle la ramasse. Il n'arrive pas à embrayer, mais il est quand même là. Donc voilà, on est un peu au cœur de ces conflits de récits et d'orientation du monde. Et là, c'est assez fou parce que c'est une échelle quasiment planétaire. Mais je ne suis pas Madame Soleil. Voilà. Ah oui, moi je connais quelques petites sociétés financières et qui, si vous voulez, alors déjà leurs dirigeants sont eux-mêmes dans la sobriété.
retour aux vieux protestants, retour à Max Weber et aux financiers calvinistes. Et effectivement, ce qu'ils financent et les choix sont vraiment très intéressants. Ça existe. Alors, ce n'est pas les grands acteurs, ça, on est d'accord. Mais ça existe. Et ils ont, si vous voulez, dans le milieu, ils sont auréolés d'un certain prestige. Ça, c'est déjà un truc important. Alors oui, on ne pourra pas poser toutes les questions, malheureusement. Comment est-ce que on mesure le niveau d'économie permacirculaire atteint par une entreprise, par exemple SNCF, mais pas que? Alors, ça, c'est une excellente question parce que c'est effectivement très complexe. Parce que dans une économie ouverte, il faudrait qu'on ait des instruments qui nous disent à une échelle territoriale, mais vous devez prendre en compte tout ce qu'on importe. Vous savez qu'on a déjà le problème aujourd'hui avec le CO2. On continue à raisonner en termes d'émissions directes, alors qu'en fait, une grande part des émissions directes chinoises, c'est pour des biens qu'on consomme. Donc on va retrouver le même problème. Quels sont les indicateurs pour une entreprise? Alors je dirais que pour la SNCF, c'est plus facile parce que ce n'est pas une entreprise, du moins vous allez me démentir, c'est le cas, mais en tout cas en tant qu'usager, quand je passe la frontière, le train reste le même, mais c'est l'IRIA et c'est SNCF, CFF. Mais bon, vos impacts sont très territoriaux. Donc ça serait beaucoup plus facile pour une entreprise comme la SNCF de, par exemple, calculer son empreinte. Alors, empreinte écologique, mais divisée en empreinte carbone, en empreinte matériaux, etc. Ce n'est pas impossible. Et là, j'ai assisté à un jury de thèse à l'école des mines de Saint-Étienne. La thésarde Anastasia, c'est une haut fonctionnaire. Elle a fait un travail avec Casino. Et ce travail est vraiment génial. C'est-à-dire qu'elle a vraiment monté pour Casino un budget lié à l'empreinte écologique où on peut calculer l'empreinte des clients de Casino. Et quelles sont les stratégies que Casino pourrait faire pour inciter les gens, évidemment, à faire descendre leur empreinte. Donc c'est un jeu entre l'entreprise qu'elle propose et la manière dont les gens vont réagir. Donc ce n'est pas impossible pour une entreprise. Et je dirais que pour la SNCF, c'est sans doute beaucoup plus facile que pour un groupe qui... Enfin, bon, on réglera nos comptes après, mais bon, c'est entre guillemets, quand même un peu plus facile, si vous voulez, que pour une entreprise plus standard. Voilà. Bonjour. Oui, je vais quand même la poser, ma question. Je voulais revenir parce que ça me paraît important. Ah oui, voilà, ça y est. Merci. La question était un petit peu abordée précédemment avec la politique de l'enfant unique. Moi, je voudrais aborder le sujet sous l'angle de la démographie mondiale. Vous l'avez montré dans vos courbes. C'est fondamental. Voilà. J'avais visité le musée de l'homme. Il y a une animation qui est très bien faite et qui explique la démographie mondiale sur plusieurs siècles et qui montre deux choses. Elle montre la première qu'il y a eu une seule fois au niveau mondial une baisse significative dans l'évolution démographique. C'est au moment de la peste noire au XIVe siècle. C'est-à-dire que Première et Deuxième Guerre mondiale n'ont eu quasiment aucun impact sur la démographie mondiale. Je pense que c'est important de le savoir. Et ça explique également que ce n'est pas tant le taux de natalité qui a augmenté, c'est le taux de mortalité qui a fortement diminué avec la découverte avec le fait de soigner les maladies, le fait de la propreté, etc. Ma question, elle est est-ce que justement il n'y a pas à faire évoluer d'un point de vue politique la politique familiale, la politique de natalité? Est-ce que les allocations sont toujours d'actualité où on veut favoriser le fait d'avoir le renouvellement des populations? Ou est-ce qu'il n'y a pas justement à commencer à réfléchir en grand, parce que je trouve qu'on est quand même un petit peu timide sur le sujet, sur les conséquences de ça? Voilà, merci. Oui, alors là, vous posez une question clé, qui est effectivement la question de la démographie. On a commencé avec, en quelque sorte. C'est un des premiers paramètres, démographie, PIB. Et c'est ça qui impacte le tout et qui a fait qu'on sort de nos gonds, en quelque sorte, à compter des années 50. Alors, c'est compliqué parce que sur ce qui est flux de matière, flux d'énergie, le niveau de vie est quand même le paramètre décisif. Si vous tournez du côté des questions de biodiversité, ce n'est
pas difficile à comprendre. On ne va pas se boire un hectolitre de café, de jus d'orange, 500 croissants le matin et 3 éléphants et 2 mammouths à midi. Donc là, l'effet de chacun de nous est moins distant qu'en termes de flux de matière. Mais en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a les deux à la fois. Et donc, effectivement, la démographie est un paramètre fondamental. Maintenant, vous regardez justement un pays comme la Suisse, par exemple. Je ne vais pas toujours donner la Suisse en exemple, parce qu'elle n'est pas exemplaire sur tous les plans, de loin pas. Mais là, vous avez un taux de fécondité interne qui est très faible. C'est 1,4. Et vous avez une population qui croît par une immigration, mais vraiment sur tout l'arc des possibles. Moi, je dirais qu'évidemment, aujourd'hui, politiquement, on voit bien que c'est un truc très difficile parce que ce qui a nourri partout le populisme, c'est les fantasmes du côté de l'immigration. Mais si, alors je dis bien si on avait affaire à des populations raisonnables, une immigration continue en Europe, ça serait quand même le choix à l'échelle internationale le plus raisonnable. Puisqu'on a quasi partout, alors sauf en France et les pays scandinaves, des taux de fécondité qui sont relativement faibles. Maintenant, autre chose aussi, c'est que ce qui nous a fait entrer dans la transition démographique, alors c'est compliqué, la France entre dans la transition démographique après les guerres napoléoniennes. L'Allemagne, l'Italie, comme vous le savez, ils rentreront beaucoup, beaucoup plus tard. Mais enfin, quand même, un des paramètres généraux, c'est quand même un certain standard matériel des populations. Si vous prenez le PIB mondial et si vous le divisez par le nombre d'habitants, alors j'avais fait ça il y a une dizaine d'années, ça a dû changer, mais à l'époque, j'avais calculé à 6 000 $ par an par personne. Ça serait à peu près la moitié de ce qui conviendrait pour qu'on ait chacun un standard. Alors attention, après, il faut voir quel bien on consomme, de telle sorte qu'on ne fasse pas exploser toutes les courbes de tout à l'heure. Mais c'est possible. Avec une société sobre, ce n'est pas impossible. Toute la difficulté, c'est que, vous savez, dans certaines projections démographiques, on redescend terriblement à compter soit de la seconde moitié du siècle, soit après. Sur le long cours, on aura plutôt une décrue démographique. Et ça sera, et sans doute sur un temps très très long, ce qui serait une première pour l'humanité. Là, toute la difficulté, c'est qu'on cumule tous les problèmes en même temps. Et avec au premier chef, effectivement, la démographie est dans un contexte d'inégalité gigantesque. C'est franchement pas simple. Mais vous avez raison, c'est un des paramètres fondamentaux. On ne peut pas raisonner sans. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, merci à celles et ceux qui nous ont suivis à distance. Je voulais vraiment remercier Dominique Bourg pour son exposé. Je pense qu'on a bien commencé l'année parce qu'on a répondu aux objectifs qu'on s'était donné à la matinale, c'est de nous faire réfléchir, de nous extraire un peu de notre quotidien, tout en nous donnant des clés pour agir dans notre quotidien, à la fois nous à la direction du développement durable, mais bien sûr pour vous à titre individuel, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, et pour aussi échanger avec vos collègues. Enfin, n'hésitez pas à en faire part lors des discussions de café à midi, de ce que vous avez entendu ce matin, parce que c'était, je pense, très riche, très intéressant. Ça nous fait réfléchir. Et je pense qu'on est aussi dans la transcendance. C'est-à-dire que je pense que, quelle que soit notre transcendance individuelle, on ne pourra cheminer le long de ce siècle que si on est accompagné par autre chose que le simple esprit de consommer. Je pense que ça nous est apparu tous évident au vu de cette matinée. Donc, merci encore, et comme je vous le disais, on aura beaucoup d'autres rendez-vous cette année à l'occasion des matinales. Et puis, on va avoir une très belle année dynamique en matière de développement durable. L'annonce de Stéphane Voland, je ne pensais pas qu'il la ferait ce matin, mais elle est évidemment très intéressante. Ça veut dire que le corps social va s'approprier encore davantage les questions de RSE, et vous savez à quel point c'est pour moi
est pour nous une question clé. C'est-à-dire que le développement durable, ce n'est pas une question de 20 personnes de la direction, ce n'est pas une question de 150, 200, 500 000 personnes, de celles et ceux qui, au moins à temps partiel, s'occupent de développement durable. C'est une affaire des 150 000 cheminots, des 250 000 personnes du groupe. Et c'est le jour où ça sera vraiment l'affaire de tout le monde qu'on aura basculé dans peut-être le perma circulaire. Voilà, merci encore et à très bientôt.